Bienvenue sur la chaîne du Lys Sportif, la chaîne où on parle de sport, version québécoise, version francophone. Qui d'autre fait ça? Hein? Je suis unique. Bref, voilà, dans cette vidéo, on va parler encore une fois du Canadien de Montréal, de la Ligue nationale de hockey. Donc, un aperçu sur leur ligne, sur leur effectif, sur la composition des trios, des duos défensifs, de ce que j'aspire, de ce que je m'attends de cette équipe qu'est le Canadien de Montréal, la seule équipe dans la province de Québec depuis le départ des Nordiques. Mais avant, quelques nouvelles dans l'actualité du sport, notamment du côté du soccer européen, avec des gros mouvements dans cette fin de mercato qui s'est fini vers la fin août, début septembre. Et puis voilà, Cristiano Ronaldo, premièrement, qui est allé du côté de Manchester United, donc l'équipe, le club avec lequel il avait débuté sa carrière. Il va reprendre le numéro 7 qui appartenait à Edinson Cavani, qu'on avait fait venir l'année passée du côté de Manchester United. Mais finalement, il va reprendre le numéro 7 qu'il avait à ses tout débuts, comme vous pouvez voir ici. Donc intéressant, vraiment un gros move du côté de United. Je trouve ça très intéressant à voir qu'est-ce que ça va redonner Ronaldo avec des Rashford, Jadon Sancho qu'on est allé chercher aussi, Cavani, je viens d'en parler, Martial, Bruno Fernandes, la connexion portugaise peut-être, Varane, son ancien coéquipier au Real Madrid, qui est avec Manchester United maintenant aussi. Très intéressant cette addition-là. Je pense que Manchester United est vraiment une sérieuse option, une menace très dangereuse en Premier League pour le championnat du moins et peut-être même en Ligue des Champions. Une Ligue des Champions pour Manchester United avec Ronaldo, ça serait quand même très magique. Sinon, l'autre très grosse nouvelle de ce mercato, c'est bien sûr Lionel Messi au PSG. Donc, on peut dire les meilleurs joueurs de l'histoire ou les meilleurs joueurs de la dernière époque, c'est selon, de la dernière ère. Tout de même, c'est sûr qu'ils sont dans les meilleurs joueurs de l'histoire du soccer. Pour ma part, ce sont les deux meilleurs. Mais je n'ai pas vécu pour voir les Pelé, les Ronaldinho, les Ronaldo brésiliens de ce monde. Mais bref, clairement dans le top mondial. Mais bref, voilà. Messi au PSG qui rejoint lui aussi une attaque dévastatrice, un club dévastateur en France avec Kylian Mbappé, qu'on voit sur une des photos ici, son grand ami Neymar, le Brésilien. Qui d'autre? Wijnaldum qu'on est allé chercher, Hakimi également, Donnarumma et Navas dans les buts. Oui, voilà, on a deux des meilleurs gardiens au monde dans une seule équipe. Voilà, tout est fair. Sergio Ramos qu'on est allé chercher, donc un petit mercato vraiment du côté du PSG, un petit mercato. Je vous prie de relever le sarcasme ici. Également Marquinhos qui lui est déjà là depuis longtemps. Kimpembe également en défense centrale. Di Maria, une autre connexion argentine ici au PSG en attaque, ça pourrait être très intéressant. Mauro Icardi également, une ribambelle de joueurs. Verratti. Écoutez, je pourrais en nommer d'autres encore, mais le PSG est tellement... Je cherche le mot parfait pour décrire comment le PSG, je vais dire boosté, désolé pour l'anglicisme, mais le PSG est boosté présentement, et surtout pour un championnat de France, la Ligue 1, qui est inférieur à la Premier League ou à la Liga ou à la Serie A ou même à la Bundesliga. Donc, c'est injuste pour les autres clubs de Ligue 1, selon moi, mais bon. Est-ce que c'est l'année du PSG? Est-ce que ramener Messi, faire ce gros mercato qui n'a pas coûté tant cher parce que plusieurs joueurs étaient des transferts gratuits, dont Messi, puisque leur contrat est arrivé à échéance. Donc, ça va être très intéressant de voir. Le PSG a le potentiel et se doit d'être dévastateur avec l'effectif qu'ils ont, honnêtement. Il se doit d'être dévastateur. Il ne reste plus qu'à voir s'ils vont le faire. Et une finale de Ligue des Champions, Manchester United, Paris Saint-Germain. Ça serait-tu intéressant? Ça serait intéressant en moutadine, comme diraient mes grands-parents. Bref, passons maintenant au vif du sujet de cette vidéo. Le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien de Montréal, il y a eu une tempête dans la dernière semaine avec, comme vous pouvez le voir ici, Christian Dvorak, Jesperi Kotkaniemi. Les Hurricanes de la Caroline ont fait une offre hostile au Canadien de Montréal pour avoir Jesperi Kotkaniemi à 1 an, 6,1 millions de dollars pour cette année-là.
J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et puis, c'est fait, le Canadien n'a pas égalé l'offre des Hurricanes, donc Kotkaniemi se retrouve avec les Hurricanes de la Caroline. En compensation, le Canadien reçoit un choix de première ronde des Hurricanes ainsi qu'un choix de troisième ronde des Hurricanes en 2022. Ils ont pris le choix de première ronde qu'ils ont acquis par l'offre hostile de Kotkaniemi des Hurricanes. Et ils ont pris également un choix de deuxième ronde en 2024. Ils ont utilisé ces deux choix-là pour aller chercher Christian Dvorak des Coyotes de l'Arizona. Donc, je répète, le meilleur choix en fait entre celui des Hurricanes ou celui du Canadien en 2022 et un deuxième choix en 2024 pour Christian Dvorak, qui va remplacer Kotkaniemi comme centre de deuxième trio. Vous pouvez le voir ici dans l'alignement, les compositions des trios du Canadien. Donc ça, c'est fait par Daily Face-Off. Voilà, qui classe et fait ça avec chaque équipe de la Ligue nationale. Très intéressant. Les trios. Donc, pour venir à Dvorak et Kotkaniemi, personnellement, je suis déçu qu'avec un third pick overall, troisième choix au total, pardon encore une fois pour l'anglais, qu'on doive s'en débarrasser parce qu'il y a un excellent potentiel encore. Je crois encore qu'il peut se développer et devenir un excellent joueur dans cette ligue. Mais Dvorak, c'est une bonne compensation. C'est un joueur établi dans la Ligue nationale, qui est établi en tant que centre de deuxième trio également. Donc, ça va être très intéressant de voir. J'espère que le Canadien va être gagnant. Je dis bonne chance à Kotkaniemi. Bienvenue Dvorak. Et voilà, l'avenir nous dira ce qui se passe dans ce côté-là. Donc, si nous analysons ça du côté du Canadien, ça va être très difficile de faire les séries, comme je l'ai dit, puisque non seulement la division atlantique, mais aussi la division métropolitaine sont très coriaces. Beaucoup de compétition dans ces deux divisions-là. Donc, ça va être très difficile de faire les séries. On rappelle qu'il y a seulement 8 places dans l'Est et dans l'Ouest aussi, bref. Donc, si on regarde les combinaisons de trio chez les Canadiens de Montréal. À l'aile gauche, Tyler Toffoli. Donc, vous voyez ici, c'est le site qui met des ratings, comme ils appellent. Donc, 75.9. Numéro 25 chez les ailiers gauche. Il faut dire que Tyler Toffoli a, je crois, 28 buts en 56 matchs la saison passée. Donc, l'année passée, en tout cas, était clairement dans les meilleurs ailiers gauche de la Ligue. Classé 25e ici. Nick Suzuki, Cole Caulfield, probablement trop jeune pour être classé, mais je crois que cette ligne a le potentiel d'être un excellent premier trio. Classé 13e ici dans la Ligue. Donc, pas super. Ensuite, on a Christian Dvorak, classé numéro 81 dans la Ligue en tant que centre, 72. Jonathan Drouin, 73, numéro 48 chez les ailiers gauche. Gallagher, numéro 7 chez les ailiers droits, c'est très bien, 78.3. Trio numéro 2, numéro 18 dans la Ligue nationale, donc c'est quand même bien. Hoffman, numéro 15, comme chez les ailiers gauche. Jake Evans et Josh Anderson, 42e chez les ailiers droits. Honnêtement, je crois que Josh Anderson mériterait d'être plus haut du côté des ailiers droits. Numéro 42, je pense que c'est une blague. Josh Anderson est un attaquant comme on en retrouve peu dans la Ligue nationale, un attaquant de puissance, très rapide également, qui est capable de bien déborder les défenseurs. Donc, numéro 42, je crois que c'est exagéré. Je le mettrais plus haut que ça chez les ailiers droits. Mais quand même, on est classé comme étant le meilleur troisième trio de la Ligue nationale, Hoffman, Evans et Anderson. Ce n'est pas rien. Ensuite, Cédric Paquette, Artturi Lehkonen, Joel Armia. Trio numéro 5, donc le 5e meilleur 4e trio de la Ligue nationale selon Daily Face-Off, je rappelle. Donc avec Armia, 58e chez les ailiers droits, Paquette, 118e chez les centres, et Lehkonen, 81e chez les ailiers gauche. Du côté de la défense, Jeff Petrie et Joel Edmondson, numéro 13 chez les défenseurs droits, Petrie, et 39 du côté de Edmondson pour les défenseurs gauche. Numéro 13 pour Petrie, ça me surprend beaucoup, honnêtement. Un des meilleurs défenseurs la saison passée dans la Ligue nationale. Je me serais attendu un plus haut que ça. Mais bon, ce n'est pas moi qui juge. Numéro 14 en tout comme duo de défenseurs dans la Ligue nationale. Comme premier duo de défenseurs du moins. Romanov Savard. Honnêtement, je mettrais Sherrod Savard pour ma part. Mais bon, ici on met Romanov
Romanov, Savard ainsi que Sherrod, Wideman. C'est selon, il faut croire. Numéro 25 dans la Ligue nationale, je crois que si justement Sherrod était à la place de Romanov, le numéro ici serait plus haut. Ça serait un meilleur deuxième duo, selon moi. Mais bref. Et finalement, Sherrod Wideman, numéro 38 pour Sherrod chez les défenseurs gauchers. Défenseurs gauche, du moins. Numéro 10, donc, comme troisième duo de défenseurs. Bref, la défensive, c'est sûr que la perte de Weber, ça fait très mal. Et on a rajouté Savard, rajouté Wideman. Il y a Kulak aussi qu'il faut mentionner. Donc, je pense que surtout offensivement, là, défensivement, on reste assez bon. Là. Edmondson, Sherrod, Savard, même Petrie. On l'a vu dans les séries l'année passée, Sherrod, Edmondson étaient des monstres, des tanks. C'est sûr qu'on a perdu Weber, qui était un immense tank aussi en défense. Mais de gros morceaux, Edmondson et Sherrod, de gros bonhommes qui sont très imposants en défensive et très efficaces, surtout dans un hockey de série. Savard va aider à ça aussi. Romanov, robuste. Ce qui va manquer, c'est l'aspect offensif chez les défenseurs. Petrie le fait bien, mais il va falloir du monde qui le suive. Est-ce que Romanov va être capable de prendre cette place-là? Peut-être Wideman. Mais là encore, je suis très douteux du côté de Wideman. Ça va être à voir. Mais niveau défensif, je pense que la perte de Weber va faire mal, ça c'est sûr. Donc, première unité de l'avantage numérique, Power Play. Suzuki, Gallagher, Hoffman, Petrie, Caulfield. J'adore ça. On a perdu Corey Perry, qui était un élément très important dans le Power Play l'année passée. Est-ce que Gallagher, Hoffman, on a amené Hoffman pour justement être efficace sur le Power Play, apporter des buts avec un homme en plus sur la patinoire. Petrie, est-ce qu'il va être capable de reprendre là où il a laissé l'année passée en powerplay avec beaucoup de points. Caulfield, une très bonne addition sur le powerplay aussi. Ça va être intéressant de voir. Mais j'ai quand même confiance en cette première unité. Deuxième unité, Dvorak, qui a compté plusieurs buts avec les Coyotes l'année passée en avantage numérique. Anderson, Toffoli, Drouin, Romanov. Romanov, c'est sûr que c'est un point d'interrogation. Honnêtement, ce qui est capable d'apporter assez d'offensive nécessaire pour être le seul défenseur sur une vague d'avantages numériques. Je suis sceptique par rapport à ça. Romanov, peut-être un peu surestimé, selon moi. Bref, peut-être pourra-t-il me surprendre, je l'espère. Mais quand même, Drouin, Toffoli, Dvorak, Anderson, on a de la qualité sur cette deuxième vague d'avantages numériques. Jonathan Drouin, il va falloir qu'il se ressaisisse. A eu des difficultés l'année passée dans la fin de saison. A pris une pause, en fait, de l'équipe, même pendant les séries éliminatoires. Et là, il revient. Plusieurs pensaient, moi-même, je pensais que l'année passée était sa dernière saison avec les Canadiens. Il revient, sera-t-il échangé? On ne le sait pas. Mais s'il reste, il va certainement falloir qu'il apporte de la constance dans son jeu parce qu'on sait que Drouin a du talent. Il faut que ce talent-là ressorte sur la feuille de pointage, mais aussi dans son éthique de travail et dans sa constance, en fait, parce que c'est ça qui manque à Drouin dans les dernières années avec les Canadiens. Et ensuite, maintenant, les gardiens de but, honnêtement, 28e comme gardien numéro 1, Carey Price, et 59e comme gardien numéro 2, Jake Allen. Je ne comprends pas. Ça, là, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Honnêtement, Price-Allen, pour moi, c'est un des meilleurs duos tandem de gardiens de but de toute la ligue. On a vu Carey Price en série l'année passée. Le brio, les arrêts clés, importants au bon moment qu'il faisait à chaque fois contre les Golden Knights, contre les Leafs, peut-être un peu moins contre les Jets parce qu'on les a balayés, mais quand même, on l'a vu, le Carey Price. Il s'est peut-être moins présenté en saison régulière, il était probablement moins efficace en saison régulière, mais Carey Price est clairement dans l'élite mondiale en termes de gardien de but, il faut l'avouer. Et Jake Allen, sans Jake Allen, l'année passée, le Canadien ne se Sans Jake Allen, l'année passée, le Canadien ne se classait peut-être même pas pour les séries. Donc, Price-Allen, je comprends pas ces ratings-là. Selon moi, c'est un des meilleurs tandems de la Ligue. Et ensuite, donc les blessures, ceux qui sont sur la liste des blessés à long terme, Shea Weber et Paul Byron, donc c'est quand même 7,4 millions et 3,4 millions sur la masse salariale. Donc, si les deux se ramassent sur la liste des blessés à long terme, parce que Weber, sa carrière est peut-être finie, donc c'est probablement sûr qu'il se ramasse là. Byron, je ne suis pas trop sûr encore.
Mais c'est des gros morceaux quand même, particulièrement Weber. Mais aussi que leur salaire soit enlevé de la masse salariale, ça pourrait faire du bien au plafond du Canadien et à Marc Bergevin par le même coup. Donc voilà. Est-ce que c'est une formation qui va pouvoir rivaliser avec les Lightning, les Panthers, les Bruins, les Leafs, les Senators, entre autres, j'en oublie probablement dans la division Atlantique. Donc voilà, pour se classer, pour accéder aux séries éliminatoires, le Canadien doit finir dans les 8 premiers de l'association de l'Est. Premièrement, dans chaque division atlantique et métropolitaine, comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 équipes qui se qualifient automatiquement s'ils sont dans les 3 premières de leur division. Donc, par exemple, que ces 3 équipes sont les Panthers, les Leafs et le Lightning dans l'Atlantique, ce qui serait, je pense, ma prédiction. Et du côté de la division métropolitaine, on aurait par exemple les Hurricanes, les Capitals et les Penguins. Donc là, il y a 6 équipes sur 8. Ce serait celle-ci qui ferait les séries, celles que je viens de nommer. Ensuite, il resterait 2 places, peu importe la division, pour accéder aux séries. Donc, pour compléter et être les 7e et 8e équipes à rentrer dans les séries. Donc, le Canadien devrait notamment battre, si le scénario que j'ai dit plus tôt s'applique, le Canadien devrait passer devant les Bruins, devant les Senators, devant les Red Wings, devant les Sabres, devant les Jackets, devant les Flyers, les Rangers et les Islanders et les Devils. Red Wings, Sabres, Devils et Blue Jackets, ça ne m'apparaît pas des équipes très menaçantes. Ensuite, les Bruins, ça va être serré. Est-ce que le Canadien est capable d'avoir une meilleure saison que les Bruins? C'est difficile à dire. Les Sénateurs, avec leurs bons jeunes joueurs, étaient menaçants l'année passée pour être un dark horse, comme on appelle en anglais, une équipe Cendrillon un peu, pour se rendre aux séries éliminatoires. Donc, le Canadien devra être au-dessus d'eux également, mais il devra être aussi au-dessus des Flyers, qui sont une équipe dangereuse, des Rangers, qui sont aussi une équipe dangereuse, avec Panarin, Zibanejad, et des jeunes qui peuvent éclore, notamment Alexis Lafrenière, ainsi que les Islanders qui, dans les 2 dernières années, ont été en demi-finale de la Coupe Stanley et ont perdu les 2 fois contre le Lightning. Donc, le chemin ne sera pas facile pour se rendre aux séries éliminatoires. Est-ce qu'avec cet alignement, on sera capable? Difficile à dire. Pour vraiment difficile à dire. Dano, Weber, ça fait mal. Caulfield, un bon vent de jeunesse. Dvorak qui remplace Kotkaniemi. Drouin qui est de retour. Hoffman, intéressant. Paquette, il faut aussi rajouter Mathieu Perreault en profondeur. Donc, ce sera très intéressant de voir pour la suite de cette saison, qui sera autre en émotion. J'espère que le Canadien sera dans la course, du moins pour les séries. S'il n'y a même pas besoin d'être dans la course et que sa place est assurée, tant mieux. J'espère au moins qu'il délivrera un bon combat parce que ça serait décevant de se rendre en finale de la Coupe Stanley et de ne pas faire les séries l'année d'après. Mais bon, reste que ce sera une tâche très difficile. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Go Habs Go et à la prochaine.